un processus qui est l'histoire de l'esprit qui se reconstitue, qui fait de sa propre identité un résultat, une odyssée, a-t-on dit. On appelait l'odyssée de l'esprit, n'est-ce pas, cette histoire de l'esprit absolu de Hegel, qui reprend un peu le schéma plotinien. Mais alors que, comme je le dis toujours, pour les anciens, on a un sens réaliste, on parle du réel. Pour les modernes, on conceptualise, on parle du concept. Et ça, je crois que c'est très important. Alors donc la critique du sujet que font les contemporains, les philosophes de la différence, rejettent la pensée moderne du cogito, du sujet, c'est-à-dire de la substance en tant que subjectivité, la subjectivité en tant que substance conceptuelle, quoi. Donc ce rejet du sujet, de la substance, conduit Heidegger et sa postérité au rejet de l'un comme totalité, de l'unité comme totalité. Totalité infinie de Lévinas, c'est quoi? C'est l'ouverture. Dans cette totalité, c'est l'ouverture vers un infini qui est, n'est-ce pas, à ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. C'est ça ce qui est intéressant. Et donc, cette pensée contemporaine est une pensée qui met l'accent sur la multiplication, la différence, la division, la crise de l'identité, de l'identitaire, et sur une base intellectuellement compréhensible qui est le rejet de l'unité comme totalité. Et évidemment, on a réfléchi aussi au lendemain des totalitarismes. Les totalitarismes où l'unité était totalité, négation des différences. Parce qu'en effet, où tout est un, et vous avez vu, c'est ce qu'on a étudié, où tout est un et rien ne peut être accepté en dehors de cette unité qui est totalité, à laquelle, en s'ajoutant quelque chose, elle en finirait avec son unité, elle n'aurait plus d'unité, ce ne serait plus l'unité pure et nue. Hein. Et donc il y a là une raison, on peut justifier ce rejet de l'unité de ce point de vue, rejet de l'unité comme totalité. Et moi ce que je soutiens, c'est que, d'accord, on rejette cette unité comme totalité, mais on se trompe sur la nature de l'unité en tant qu'elle est, non pas l'unité en tant qu'indivisibilité en soi, pure et nue, mais unité de l'être. Unité de l'être. L'unité, c'est toujours l'unité d'une réalité. Mais alors, évidemment, il faudra justifier la pluralité, la multiplicité. Mais cette multiplicité est justifiée parce qu'elle s'enracine dans un acte d'être propre à chaque étant. Et ici, on retrouve le thème de l'analogie de l'être. L'être peut se dire de différentes façons. Alors que la conception univoque de l'être, qui est celle de Deleuze, héritée de Duns Scott, l'être n'est plus ce qui permet de faire une différence entre les étangs, puisque l'être a le même sens pour tous les étangs. On peut dire de tous les étangs qu'ils sont, mais ce qui distingue les étangs, ce n'est pas l'être, puisque l'être a un sens univoque, bon, mais c'est le plus ou moins grand rapprochement, ou la plus ou moins grande proximité de l'infini des étangs finis. Parce que pour Scott, il n'est plus question de l'être, il est question de l'infini. De l'infini comme finalement unité, totalité dans le fond. Bon, c'est les philosophes de l'unité déjà qui ici pointent. Donc, l'infini est désormais ce qui me permet de justifier la multiplicité comme étant une multiplicité d'états définie par une intensité, une force. Et c'est là où vous retrouvez aussi Spinoza. Pour Spinoza, chaque étant est une force, peut-être la substance, disons, se modalise en force.
qui fait que, et c'est ici que l'on voit la force, l'énergie, la craft, la volonté de puissance de Nietzsche, et la volonté comme puissance. Elle jouait un rôle déterminant, et puisque désormais, c'est l'intensité qui définit, enfin qui mesure, plus précisément, qui ne définit pas, mais qui mesure les différences entre les volontés, puisque, dans le fond, ce qui n'est plus l'objet de l'intellection, d'une intellection, mais s'identifie avec une volonté qui est une dépense d'énergie, qui est un engagement, n'est-ce pas, d'une force qui va, d'une force qui va. Oui. Et vous comprenez qu'ici, nous allons à rebours de cette conception quand on dit que l'être peut se dire de plusieurs façons, et en particulier, on distingue les êtres en fonction de la participation à un être dont l'essence est d'être, en ce sens que il est la plénitude d'un acte d'être. On va en parler aujourd'hui. La plénitude d'un acte d'être, on va en parler. Alors c'est là où je distingue, je mets l'accent sur la distinction entre la tradition platonico-plotinienne, c'est-à-dire le néoplatonisme, le platonisme, qui repose et qui développe, qui va dans le sens d'un développement d'une métaphysique de l'un, et l'aristotélisme. Et l'aristotélisme médiéval d'Avicenne, de Thomas d'Aquin, en particulier, sans oublier l'avéroïsme qui pose d'autres problèmes. Et donc ici, on se trouve devant une transcendance, et non pas une immanence, dans un monisme, où tout serait différent en fonction d'une intensité différente, dans un infini finalement, où tout est infini dans l'infini. Voilà le problème. Comme tout est un dans l'un, mais alors, tout est un dans l'un, tout est infini dans l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour le fini. Le fini est désormais absorbé par l'infini. C'est la goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a plus donc de statut ontologique propre, un acte d'être propre à chaque étant. Chaque étant n'a plus donc un statut qui lui permet d'être, et d'être ce qu'il est. C'est pourquoi le problème, c'est le problème du rapport entre l'être et l'essence. Et ce rapport entre l'être et l'essence va nous permettre de distinguer un être dont l'essence est d'être. Et cette pensée va culminer avec Aristote et avec surtout l'aristotélisme médiéval, avec Avicenne et Thomas d'Aquin, avec l'esse ipsum per se subsistens, l'être même subsistant par soi, dont l'essence est d'être, où il n'y a pas de différence en lui entre l'être et l'essence, il est ce qu'il est, alors que les étangs finis ne se distinguent pas en fonction de leur finitude, comme chez Scott, c'est-à-dire en fonction d'une certaine intensité, qui fait qu'ils sont plus ou moins proches de l'infini. Non, ici, chaque étant se caractérise par le fait que, en tant que fini, en lui, l'être et l'essence sont distincts, se distinguent réellement. C'est-à-dire que l'être n'est pas l'essence et l'essence n'est pas l'être. C'est-à-dire que ça, alors là, c'est très intéressant parce que l'être dont l'essence serait d'être, c'est cet être per se subsistens transcendant, qui n'a pas besoin, on va l'étudier, de se donner à lui-même, de participer à autre chose que lui-même pour être. Alors ça, c'est le grand mystère de l'être, mais enfin, c'est une intuition profonde, métaphysique. Alors que, et donc, il y a une place pour les étangs finis, ici, qui participent par leur acte d'être à cet être dont l'acte d'être est parfait, quoi. Et donc, voyez-vous, par exemple, si on distingue, si on refuse la distinction entre l'être et l'essence, comme va commencer à le faire Scott, et Scott est déterminant, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure le numéro de Noesis qui vient de sortir, là, sur Duns Scott, que j'ai dirigé. Il vient de sortir, je vais vous le montrer, je vous l'ai amené. Bon, et donc là,
il y a une place donc pour un être dont fini, qui ne dépend pas de son essence uniquement, c'est-à-dire qui n'est pas une déduction de l'essence. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que si on distingue l'être et l'essence, dans les temps, c'est-à-dire que si on réduit soit les temps, on le réduit à l'essence, à la subjectivité, à la définition, à l'objectivité, on en fait un esse objectivum. Et c'est ce que critique et rejette Heidegger. Heidegger rejette la métaphysique du sujet. Le Dasein se trouve sans essence, sans signification, jeté dans le monde, se défaisant dans un monde où justement il y a plein de Mitsein, d'être avec, dans un monde qui se multiplie justement, qui se diversifie, mais qui s'épuise dans cette diversification, puisque justement il n'y a pas de retour à l'un, il n'y a aucune retenue dans l'être qui fait qu'une chose ne peut pas cesser d'être tant qu'elle est. Parce que être, n'est-ce pas, c'est ce qui apporte une constance, qui justifie une présence. Or, c'est justement cette présence que remet en question Heidegger, en remettant, on verra tout cela, hein. Mais c'est pour saisir, voyez, l'importance de l'enjeu. L'enjeu est extrêmement important parce que Heidegger va rejeter l'essence et le Dasein se retrouvera comme un être jeté dans le monde, projeté, qui existe, qui sort de soi. Ouais. Et donc il n'y a plus d'identité puisqu'il est toujours altération. Il change sans cesse. Il n'y a plus ce qu'il était tout à l'heure n'est plus maintenant ce qu'il était. Or, Aristote définit justement l'essence d'un être, ce qu'il est, en disant toti en enai. Ce qu'il était depuis tout à l'heure, il est ce qu'il était depuis tout à l'heure. Il continue d'être ce qu'il était tout à l'heure. C'est extraordinaire. Bon, enfin tout ça, je le dis très rapidement, mais c'est un peu l'objet de notre cours et de notre séminaire. Il faut aller dans ce sens, et vous verrez que là, ça peut être un recommencement, un déblocage de l'histoire de la métaphysique. Vous comprenez? Alors je prends tous mes amis à la fin de leur histoire, de leur vie, et je les englobe, n'est-ce pas, dans une même interprétation, une même compréhension, une même remise en question de leur conception, de leur critique de la métaphysique, voyez, au sens où, pour eux, la métaphysique, c'est la métaphysique du sujet, ce n'est pas la métaphysique de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'aristotélisme au sens, vous voyez, pour Aristote, la métaphysique, c'est l'étude de l'être en tant qu'être, plutôt on et on, de l'étant en tant qu'étant, mais qu'il faut comprendre plus précisément de l'étant en tant qu'il est, de ce qui est en tant qu'il est. Et vous remarquerez que je fais une grande distinction entre être et être ce qui est. Ce qui est, c'est l'essence, mais l'essence tant que on peut la concevoir sans l'existence. Comme par exemple un phénix, dit Thomas d'Aquin, un phénix, un centaure. Je peux très bien le concevoir, le définir même. Donc l'essence, c'est ce qui permet de définir une chose. Mais cela n'existe pas. Donc un étant doit être composé d'un être et d'une essence, sans se réduire à son être, d'une part qui n'est pas compréhensible, un être sans essence n'est pas compréhensible, et il n'y a pas d'essence sans être dans un étant réel. Oui, dans un étant réel. Oui, bon, je crois que si vous saisissez bien cette problématique, là, vous irez très loin. Oui, ça nous rend de grands services. Permettre après l'émerveillement, comme une meilleure manière d'aller vers l'émerveillement à la fin. Bon, c'est disons que angoisse ou émerveillement il faut les considérer comme un point de départ. Voilà. Un point de départ de la pensée, de l'éveil de l'intelligence. L'intelligence s'éveille, ai-je dit, à elle-même au contact du réel. Ouais. Mais si elle expérimente que ce réel lui échappe, l'intelligence n'a plus de saisie de quoi que ce soit et tourne à vide. Et on peut dire que l'angoisse est l'effet de ce vide. Comme disait Kierkegaard, c'est l'effet du néant. Bon, enfin bon, là, j'ai une manière de dire. Hein. Mais en effet, tenons bien compte de cette distinction, angoisse ou émerveillement, tout simplement parce que l'angoisse naît du néant. Pourquoi n'y a-t-il pas plutôt rien? Alors que l'émerveillement, c'est comment se fait-il qu'il y ait quelque chose? C'est ça l'idée dans le fond. C'est un peu ça ce qui me permet de distinguer.
Ils ne sont pas tombés dans des contradictions. Ouais. Enfin, je ne sais pas, étant donné Ah bah oui, oui, il y a thomisme et thomisme, ça c'est certain. Alors c'est là où, disons, maintenant, la recherche dans le domaine de la philosophie médiévale doit se faire le point sur le thomisme et distinguer le thomisme sous influence scotiste. Finalement, c'est ça l'idée. Et moi, ma thèse, c'est que le thomisme a subi l'influence scotiste, et donc on n'a pas perçu le thomisme dans la pureté de son intention métaphysique et surtout de son apport de l'être en tant qu'être et en tant qu'essai per se subsistens, en tant qu'essai ipsum, en tant que l'être est vraiment l'être de ce qui est, et où l'unité, c'est toujours l'unité de l'être, en ce sens que l'être ne peut pas se diviser, car s'il se divisait, il se diviserait en quoi? En être et en non-être. C'est bien pourquoi d'ailleurs Aristote a distingué l'être en puissance et l'être en acte, parce que l'être ne peut pas se diviser en être, en être et en non-être. Car être en puissance, c'est déjà être en quelque sorte. Être en puissance, c'est être. C'est être en puissance. Et donc, mais pour passer à l'être en acte, ce qui est en puissance fait appel au préalable pour passer à l'acte, à un être en acte. Bon, ça c'est tout l'aristotélisme sur lequel on ne va pas insister, quoi. Ouais, c'est